Matin, Midi. Soir. Matin. Midi. Soir. Matin, midi et soir. matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie d'Innovation Experience. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations, et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas. Il est responsable de la filiale de Bosch Outillage en France et il vit actuellement une expérience de management qui est assez différente. Il va nous raconter ça aujourd'hui. Alors Nicolas, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Si tu pouvais te décrire en 3 chiffres, ce serait quoi ? 3 chiffres. Donc le premier chiffre, c'est 45 ans. Donc déjà une certaine expérience de la vie derrière moi. 45 ans plus tout jeune, mais également je dirais avec de belles choses qui restent à vivre. Le deuxième chiffre, c'est 3 comme 3 enfants. 2 grandes filles, Johanna et Elisa, et puis un petit garçon, Noah, de 18 mois. 3 enfants qui font de plus en plus mon bonheur. Et le troisième chiffre, c'est encore le chiffre 3, puisque j'estime avoir déjà 3 vies professionnelles derrière moi. Une première vie où j'ai débuté ma carrière de manager, où j'ai appris, où j'ai fait des erreurs. Une deuxième vie où j'ai passé 10 ans à l'étranger, où j'ai pu ensuite découvrir de nouvelles cultures, me découvrir de nouvelles facettes. Et puis la dernière vie, depuis 2017, où là c'est quelque chose de complètement nouveau que je vis depuis que je suis revenu en France et que j'ai envie de partager avec tout le monde aujourd'hui. Alors entre nous, Nicolas, tu es plutôt du soir ou du matin ? Je suis devenu plutôt du matin, après avoir été longtemps du soir. Qu'est-ce que tu vis, Nicolas, aujourd'hui chez Bosch ? Aujourd'hui, je vis ce que j'appelle souvent une transformation. Une transformation en termes de collectif et puis une transformation personnelle. C'est aussi grâce à la chance d'avoir rencontré dans mon parcours Innovation qui nous a aidés, qui m'a aidé justement à engager cette transformation sur un chemin qui me laisse, qui me laisse surpris à chaque jour davantage, positivement, par rapport à tout ce qui peut se découvrir devant moi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui t'a le plus surpris récemment ? Ce qui m'a surpris le plus récemment, c'est au sein du CODIR, du comité de direction de Bosch France, qui réalise ce parcours avec moi, de voir des gens qui se sont vraiment complètement transformés, des gens qui sont devenus différents, qui ont trouvé, je pense, une raison à leur travail et quelque part peut-être aussi à leur vie. Et c'est vraiment une source de bonheur pour moi d'assister à ces transformations. Merci Nicolas, on ira un peu plus loin là-dessus dans notre séquence du soir. Avant ça, je te propose de faire un petit retour en arrière et d'aller revisiter comment c'était avant que tu ne décides d'engager cette démarche. Alors juste avant cette démarche, j'étais déjà dans un esprit de recherche. Il y avait déjà quelque chose en moi qui bougeait, qui remuait, qui avait envie de sortir, mais j'arrivais pas encore à mettre des mots et à mettre une méthode dessus. Et donc j'étais dans une sorte d'attente par rapport à quelque chose qui devait survenir. Et puis est arrivée cette rencontre qui m'a permis de poser des concepts, de poser des mots, de faire en pleine conscience quelque chose qui était déjà au fond de moi. Qu'est-ce que tu avais appris avant dans ton parcours ? Tu nous as parlé de 3 phases tout à l'heure qui t'ont permis de réaliser tout ce que tu viens de me dire. Ouais. La première phase de mon parcours, ma première phase de management, je l'ai expérimenté très jeune. Et maintenant je peux poser des mots dessus, j'ai eu un style de management parfois autocratique et très certainement paternaliste. Parce que j'ai été éduqué comme ça, éduqué au sein de mon entreprise, au cours de ma carrière, et j'ai reproduit quelque chose que j'ai vécu.
Ça a été une phase assez longue qui m'a permis de connaître mes premiers succès, mais où je n'étais pas complètement en phase avec moi-même. C'était quoi le management paternaliste pour toi ? Le management paternaliste, c'est quand même c'est papa qui décide par rapport au reste du groupe, et puis papa qui va défendre le reste du groupe lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un risque qui vient de l'extérieur, mais sans forcément laisser toute l'autonomie, toute la richesse du groupe s'exprimer. Ok, donc ça, tu vis ça au quotidien avant de réaliser que tu as envie de faire différemment ? Absolument. Je le vis au quotidien, je ne me pose même pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Je sens que je ne suis pas complètement aligné, mais je n'ai pas la conscience de faire quelque chose avec lequel je ne suis pas aligné. Donc je le vis et pour moi, il n'y a pas d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'il y a une méthode de management, c'est celle-ci que j'ai expérimentée, qui m'a apporté mes premiers succès et la reconnaissance de mes pairs. Ton ressenti de désalignement, Nicolas, il s'exprime comment à cette époque-là ? Il s'exprime par le fait que parfois je me sens trop investi d'une mission par rapport au reste de mes collègues et que je sens bien que ça peut avoir un effet, je vais employer un terme assez dur, mais un effet castrateur et qui peut aller jusqu'au clash. Au clash par rapport à un conflit d'idées, un conflit d'opinions. Et j'ai toujours j'ai à ce moment-là un sentiment d'inachevé, de regret, en me disant mais pourquoi est-ce que je suis allé jusque-là alors qu'au fond de moi, j'ai plutôt une vision assez humaniste de l'entreprise. Et je me dis, est-ce que je suis bien en ligne entre ce que je vis là et puis cette vision de façon très abstraite que j'ai toujours nourrie. Étant donné que j'ai les succès, la reconnaissance de mes pairs et quelque part la reconnaissance de mon équipe, c'est à chaque fois passager. Mais au fond de moi, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre voie que de faire comme ça ? À cette époque-là, dans l'organisation, est-ce qu'il y a de ton point de vue l'espace pour faire différemment ? C'est pas certain. C'est pas certain. Je crois que mon entreprise a changé également. Et cet espace, s'il existait, était très étroit. Que ce soit en termes de style de management, en termes de manager direct, et de façon plus large de culture d'entreprise, ça aurait peut-être été un mauvais moment pour expérimenter quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de fait de pouvoir créer cet environnement-là par la suite ? Il y a eu d'abord un premier déclic, c'est lorsque j'ai quitté la France pour aller en Allemagne, où je me suis retrouvé là complètement désemparé. Désemparé, c'est-à-dire avec une culture, une langue que je ne maîtrisais pas, un métier que je ne connaissais pas non plus, c'est-à-dire une perte de repères, une perte de contrôle complète qui m'a obligé à me reconstruire. Il y a eu un autre déclic lorsque je suis parti, j'ai quitté l'Allemagne pour aller à Budapest, où là, consciemment, je m'étais dit, je souhaite manager différemment. Je souhaite avoir plus de temps pour moi et moins être dans le contrôle que ce que j'avais pu être auparavant. Et le déclic, c'était un choix que je faisais par rapport à ma vie personnelle. Et ce déclic a également montré que c'était possible. Mais non seulement c'était possible, mais quelque part, ça fonctionnait tout aussi bien, voire mieux. Et pour moi, ça avait des bénéfices absolument, je dirais, prégnants, absolument visibles, tangibles. C'était plutôt contrôle ou lâcher prise à l'époque ? Non, j'étais pas encore totalement, et peut-être que je ne suis pas non plus totalement encore dans le lâcher prise. Il y a d'abord eu vraiment une prise de conscience du fait que le micromanagement n'était pas la seule possibilité. Parfois, il y avait bien entendu la tentation et voire des tentatives pour reprendre la main. Donc on n'était pas dans le lâcher-prise complet. Merci Nicolas, on va aller maintenant sur le déclic. Tu as parlé d'un déclic précédemment, mais le déclic qui a fait que tu en es là aujourd'hui. Ah, il est midi. Midi. C'est l'heure de notre déclic de midi. Nicolas, quand je te dis déclic, tu penses à quoi ?
Alors je pense à un mot qui peut paraître un petit peu pédant, je pense à kairos. Kairos, c'est-à-dire le moment opportun. Le déclic par rapport à cette aventure s'est passé de façon très opportune, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout préparé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me suis retrouvé un soir d'automne à Paris à participer à une conférence assez bizarre avec des coachs sans nom qui me parlaient de choses que je ne comprenais pas, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui résonnait. Donc je suis resté dans cette salle où je me suis dit qu'est-ce que je fais là au départ ? Et puis non seulement je suis resté, mais je suis resté à la fin de cette conférence pour discuter avec ces fameux coachs sans nom et essayer de comprendre un petit peu ce que recouvraient les concepts qui nous avaient été brièvement présentés. Qu'est-ce qui résonnait plus particulièrement en toi à ce moment-là, dans cette conférence ? Alors déjà, tout était clairement orienté vers l'humain. Et d'autre part, c'était quelque chose de nouveau une autre façon de faire du management et de façon plus large de gérer ou autogérer des organisations. Et ça, que ce soit d'un côté, je dirais, par rapport à mes valeurs, comme par rapport, je dirais, peut-être à une certaine forme d'alignement intellectuel, ça résonnait à la fois au niveau de la tête et au niveau du corps. Est-ce que tu avais déjà approché ce type de sujet auparavant ? Absolument pas. Tu n'avais aucune connaissance de ce qu'était une organisation collaborative ou un management différent ? C'est pas des choses que tu avais entendues jusque-là ? Non, je l'avais pas entendu. Également, je rappelle que j'avais passé pas mal de temps à l'étranger. Et donc, c'était lors de mon retour en France. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui en tout cas, dans les expériences que j'avais pu avoir et en Allemagne et en Hongrie, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé jusqu'à moi. D'autre part, au sein de notre entreprise, on avait bien entendu également une nouvelle culture de management, avec de nouveaux principes de management, mais qui n'étaient pas aussi, je dirais, parlants que ce que j'avais pu entendre et voir ce soir-là. Alors du coup, comment tu t'es retrouvé dans cette conférence sur des sujets que tu ne connais pas ? Raconte-nous ça. Alors je me suis retrouvé un petit peu par hasard, c'est un membre de mon CODIR qui était déjà porté, lui qui avait déjà eu des contacts avec les organisations libérées, et il m'avait envoyé une invitation en disant tiens, il y a une conférence sur Paris qui peut être intéressante, je ne pourrai pas y être, mais si ça te dit, tu pourras participer. Je suis parti avec un collègue à ce moment-là en disant tiens, on va aller voir un autre membre du CODIR, on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière cette formule à l'époque, je ne sais pas si on parlait déjà d'entreprises libérées, mais il y avait quelque chose qui s'en rapprochait. Et donc on s'est retrouvés à deux un petit peu par hasard dans cette conférence parce qu'un collègue à nous avait émis une sorte d'intérêt pour le thème. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu sors de cette conférence qui apparemment est le déclic qui résonne en toi ? Mais il se passe que je me dis, j'ai envie d'essayer. J'ai pas trop envie d'essayer tout seul. Donc déjà, je me dis, je vais essayer de convaincre, d'argumenter auprès de mon CODIR pour se dire, tiens, il y a quelque chose là, est-ce que ça vous dirait d'aller un petit peu plus loin, de creuser ? Donc ça, c'est ma première réaction. Et puis après, tout s'enchaîne. Comment s'est accueillie cette proposition de la part du CODIR ? Au départ, avec un petit peu de circonspection, sachant que les personnes n'ayant pas participé à la conférence, et en plus, c'est un petit peu compliqué pour nous de retranscrire ce qui s'est vraiment dit, ce qui s'est vraiment passé, puisque ça reste un petit peu flou à ce moment-là. Donc, de la curiosité, mais pas forcément un engouement massif. Comment tu pourrais conseiller les gens qui ressentent aussi ce déclic aujourd'hui sur cette histoire de clarification et de transmission, notamment à son CODIR ? Pour toutes les personnes qui sont dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, dans lequel on était un petit peu tous peut-être au sein du CODIR, qui sommes allés plus loin, c'est d'avoir les chakras ouverts, de profiter du fameux kairos, du moment opportun, et de pas attendre jusqu'à la fin de la carrière. C'est quand le moment il se présente, on s'y plonge, parce que sinon je pense qu'on peut que avoir des regrets.
Combien de personnes à l'époque dans ton codir ? À l'époque, on était une petite quinzaine. On était une petite quinzaine et puis on a fait le tour de la question. Et au final, 9 membres du CODIR ont décidé de sauter le pas et puis de se lancer un petit peu plus loin dans l'aventure. Comment ils vont aujourd'hui, ces 9-là ? Les 9-là, ils sont bien. Ils sont très bien. J'aurais plein de choses à dire, mais c'est devenu, au cours de cette aventure, cette aventure humaine, c'est devenu plus que des collègues, c'est devenu pour la plupart des proches, des amis. Pour beaucoup, ça les a confortés dans l'idée de rester chez Bosch. Ça les a confortés dans leur choix de carrière. Pour certains, ça a été l'occasion également de changer, également de façon de travailler, et peut-être également de changer de poste ou de métier, mais toujours, je dirais, en pleine conscience et puis en étant alignés avec eux-mêmes. Soir. Alors, Nicolas, si tu devais décrire en un mot ce que tu vis aujourd'hui, ce serait quel mot ? Ce serait le mot renouveau. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce renouveau et cette histoire de transformation que vous avez vécue ensemble ? Renouveau parce que finalement, ce qu'on vit au sein du CODIR et de façon plus large au sein de l'organisation, c'est finalement ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune avec un groupe d'amis. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le fait qu'on soit devenu un petit peu plus proche, voire des amis. On ne travaille plus ensemble. On est ensemble de façon très naturelle et on ne se sent plus jugé, ou en tout cas on ne se sent pas jugé pour de mauvaises raisons. Donc c'est un renouveau dans le sens où j'apporte finalement, où je retrouve ce que j'avais expérimenté, ce que j'avais vécu quand j'étais jeune avec ce groupe d'amis, mais au travail en ayant donc 45 ans. Qu'est-ce que ça apporte à vos équipes aujourd'hui ? Ça apporte de la liberté, ça apporte une certaine forme de bienveillance et donc de sécurité. On peut mettre beaucoup de choses derrière le terme de bienveillance, mais je crois qu'il y a une vraie réalité derrière. Donc cette sécurité pour faire des choses nouvelles, de l'audace, de la créativité, de la confiance en soi, c'est que du positif. On fait une petite parenthèse sur les chiffres. Les chiffres dans l'organisation, ils sont comment aujourd'hui ? Alors les chiffres sont excellents. Moi qui étais quelqu'un qui était très orienté chiffres, je ne me soucie de moins en moins des chiffres. Et moins je me soucie des chiffres et plus les chiffres sont bons. Je pense que c'est aussi lié un petit peu à cette transformation. On a des chiffres qui sont ouverts dans tous les domaines, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue sur le marché, que ce soit d'un point de vue satisfaction client. Je ne peux pas aujourd'hui prétendre que c'est cette transformation qui apporte ces chiffres, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que cette transformation n'a pas d'effet négatif sur nos résultats. Qu'est-ce qui a été facile pour vous sur ce chemin-là ? Ce qui a été facile, je crois, c'était déjà au niveau du CODIR, de se lancer là-dedans, parce que toutes les 9 personnes qui finalement se sont lancées dans cette aventure sur la base du volontariat, l'ont faite pour de bonnes raisons et parce qu'il y avait de belles choses au fond d'elles. Donc finalement, ça a été facile d'absorber cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle façon de vivre ensemble, puisqu'il y avait déjà tout en germe au sein de chacun d'entre nous. Donc ça a été très facile. Ce qui était facile également, c'est qu'on travaille dans une entreprise qui est à l'origine une entreprise humaine. Notre fondateur Robert Bosch, avait posé des principes très humanistes dans la fondation même de l'entreprise et dans la structure de l'entreprise. On est une entreprise, nous travaillons dans une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Nous travaillons dans une entreprise qui a toujours mis l'humain devant tous les autres concepts économiques qui naturellement s'imposent à un groupe de 400 000 personnes. Et sur le chemin, j'imagine qu'il y a eu aussi pas mal de difficultés. Tu peux nous raconter quelques-unes de ces difficultés que vous avez vécues ?
toute difficulté est une chance, ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Il y a beaucoup de difficultés. Le chemin est semé d'embûches et il y a plein de raisons de se décourager. Et donc, il y a des moments, c'est vrai, il faut être bien clair de ce qu'on fait, du pourquoi on le fait, parce que sinon, on a plein de raisons de se décourager. Alors, se décourager parce qu'on est déçu des autres, déçu de soi-même, parce qu'on se dit la montagne est tellement haute, on n'y arrivera jamais. Et puis, au final, en cours de chemin, il y a quelques petits moments qui sont magiques et qui se disent non, ça vaut quand même le coup de continuer. Donc là, j'ai été assez général. Je pourrais parler plus en détail des problèmes qu'on a rencontrés. Est-ce que tu peux nous en citer un, par exemple ? Oui, un problème que j'ai rencontré, clairement, c'est de voir que même si on a envie de bien faire, parfois nos intentions sont mal comprises. Le but étant de donner de l'autonomie aux personnes. Les personnes de nos équipes, au départ, très clairement, et encore un petit peu aujourd'hui, peuvent douter des intentions de cette transformation. Et ce manque de confiance qu'on peut ressentir parfois de la part de certains membres de nos équipes, naturellement, c'est quelque chose qui peut me faire de la peine, qui peut me questionner en se disant mais est-ce que vraiment, est-ce que ce qu'on fait là, c'est réellement quelque chose qui est pour le bien des autres. Donc il y a un questionnement permanent dans ce qu'on fait. Et qu'est-ce que ça change concrètement, d'une part pour toi et d'autre part pour l'organisation aujourd'hui ? Pour moi, c'est un poids énorme en moins. Très clairement, c'est-à-dire c'est égoïste. Cette transformation est quelque chose de très égoïste dans la mesure où je fais les choses qui me semblent bien, qui sont complètement en accord avec ce que je pense, avec ce que j'aime, avec ce que je vis. Et donc, le fait d'être aligné, encore une fois j'utilise ce terme volontairement, d'être aligné avec ce à quoi on croit, ce à quoi on aspire, ça rend toutes les décisions beaucoup plus faciles à prendre. Après, pour l'organisation, ce que ça apporte à l'organisation, ça apporte des perspectives infinies. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un chemin tracé, il y a 1000 chemins possibles devant nous. Et c'est l'organisation qui crée, je dirais, son propre développement. Comment tu te sens dans ton alignement aujourd'hui, après tout ce chemin ? Je me sens comme un enfant qui a enfin atteint une certaine forme de maturité, d'âge adulte, tout en gardant l'émerveillement d'un enfant. Mais en tout cas, je me sens comme sortir d'une longue phase d'adolescence. Je parle d'un point de vue professionnel. Avant de conclure, Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose de très important pour toi qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant et que tu as envie de nous transmettre ? Oui, je pense que ça a sans doute déjà été peut-être entendu entre les lignes, mais je vais le transmettre de façon encore plus claire. Rien n'est impossible. Et autour de nous, autour de vous, il y aura toujours des gens qui expliqueront pourquoi ça ne marche pas. Et toutes ces raisons sont de bonnes raisons, mais au final, ça marche. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, qui fait qu'on peut sans peur, sans doute profond se lancer là-dedans. Ça marche réellement et si vous avez ça qui vibre en vous, allez-y. Et tu rêves de quoi aujourd'hui pour Bosch ? Qu'est-ce que j'aimerais que Bosch dans son ensemble se transforme. Bosch s'est déjà transformé depuis 10 ans. Il y a encore un beau chemin, je pense, pour Bosch devant nous. Bosch a tous les éléments en termes de culture pour aller plus loin. Et tout ce dont je rêve, c'est que cette expérience qu'on vit en petits groupes, finalement, à l'échelle de Bosch, ça puisse essaimer et ça puisse apporter de l'épanouissement à autant de personnes que possible. Merci Nicolas pour ton témoignage. Merci Sophie. Je te souhaite une très belle suite d'aventures et hâte que tu viennes nous partager dans quelques années peut-être là où tu en seras. Merci, avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovan Experience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matinmidietsoir.fr. À la prochaine. Alors, pour finir, Nicolas, dis-nous, le truc inracontable de l'aventure, c'était quoi ? Alors le truc inracontable, on a quand même fait et ce sera pour les archives peut-être, pour ceux qui nous succéderont, on a fait cette aventure, ce parcours en plein durant le Covid et le confinement. Et on s'est retrouvé à une occasion à avoir un hôtel pour nous tout seuls. Donc là c'était ambiance Shining. Donc on était très très concentrés sur ce qu'on faisait, on était vraiment avec nous-mêmes. Mais c'est vrai que je pense qu'on vivra ça une seule fois dans toute notre carrière. Et c'est grâce à ce parcours qu'on a pu vivre ça. Excellent, merci Nicolas. Un grand merci à toi pour ce témoignage, Nicolas. Et toute l'équipe te souhaite une très belle aventure pour la suite. Merci encore. Super, merci Sophie et merci à toute l'équipe Innovan. Merci beaucoup.